Bonsoir à tous, bienvenue sur le groupe Facebook auteur, blogueur et lecteur Même Passion, ainsi que sur la page YouTube Les Lectures de Florian Alain. Ce soir, je reçois l'égyptologue et journaliste Florence Quentin, qui nous parlera de son livre Isis l'Éternel, biographie d'un mythe féminin, sorti aux éditions Albin Michel en 2012. En 2021, il sortira au format poche dans la collection Espace Libre du même éditeur, dans une version augmentée avec un avant-propos et une nouvelle couverture. Elle nous parlera aussi de son dernier ouvrage, Les Grandes Souveraines d'Égypte, qui sortira aux éditions Perrin. Donc, en tout cas, merci d'accepter de venir faire ce live. C'est vrai qu'on devait se voir avant les vacances, mais Mais après la oui, période estivale est passée par là, donc oui, mais effectivement, c'est c'était bien un comme peu ça la compliqué. rentrée, c'est super, hein. Voilà, Donc je vais effectivement, éteindre mon téléphone quand même, hein, pour pas que ça sonne. Hop, en mode avion. il n'y a pas de souci. Ok, donc Nathalie nous valide que c'est ok. Donc à ce D'accord. moment-là, on va pouvoir être en direct. Donc voilà, donc comme je vous rappelle le principe, hein, effectivement, on va parler de votre univers livresque un petit peu, Mhm. de vous, de votre métier de égyptologue, de journaliste et d'auteur, parce D'accord, que c'est ce qui nous intéresse. Hein, et puis on va échanger, répondre aux questions des membres. Est-ce que c'est un programme qui vous correspond? c'est parfait. Très bien. Et je tiens aussi à préciser, et je vous tiens à vous remercier, que ce soir, on fera un tirage au sort parmi les participants Oui, pour gagner donc un exemplaire d'un de vos ouvrages. Donc, vous nous direz lequel vous souhaitez d'accord. offrir. En tout cas, merci à vous. Je leur enverrai directement un de mes ouvrages, hein. Voilà, c'est ça. À la fin, on fera le tirage au sort et je dirai à ce moment-là aux gagnants de prendre contact avec vous directement par message privé. C'est normal, hein, je trouve, c'est bien. Merci à vous en tout cas. Écoutez, en attendant que les gens se connectent, je vais vous laisser vous présenter, donc nous dire un petit peu qui est Florence Quentin. Alors, je suis égyptologue, je suis écrivain, auteur, et je suis journaliste depuis une trentaine d'années. J'ai fait des études d'égyptologie à Montpellier, à l'université et à la Sorbonne. J'ai complété mon enseignement à Paris et je suis l'auteur de 7, même bientôt 8 livres sur l'Égypte ancienne. J'ai contribué aussi à beaucoup d'ouvrages collectifs sur l'Égypte. Voilà, ben, c'est un panorama un petit peu complet de ce que j'ai fait. D'accord, ok. Alors, on va commencer avec la première question. Donc, comment vous vous êtes lancé dans l'écriture à ce moment-là? Alors moi j'ai toujours écrit, hein, depuis que je suis enfant, j'écris. C'est une passion, c'est même un impératif intérieur. Je ne peux pas me passer d'écrire. Et d'ailleurs j'ai retrouvé beaucoup de petits carnets. Je prenais beaucoup de notes quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente, parce que j'ai beaucoup voyagé avec ma mère et ma sœur. Ma mère était reporter, donc nous avons beaucoup voyagé dans le monde et elle écrivait, ma mère déjà. Et j'avais toujours un carnet et je notais tout ce que je voyais. Je notais les impressions, les paysages, les traits psychologiques des personnages que je croisais. Et ça m'a appris à observer, ce que l'égyptologie a confirmé plus tard, parce qu'il faut beaucoup observer dans l'archéologie. Et également, ça m'a appris à écrire et à construire un texte. Et voilà, donc c'est une passion de l'enfance et qui s'est confirmée parce que l'égyptologie, c'est un domaine très, très particulier, hein, donc c'est un domaine de l'histoire et de l'archéologie, mais l'écriture, c'est une autre passion. Et pour moi, l'important, c'est de faire coïncider ces deux passions. Les ouvrages scientifiques sont souvent assez arides, il y a beaucoup de connaissances, mais le style est souvent difficile à suivre. Et puis le style n'est pas toujours très soigné dans les ouvrages scientifiques. Alors moi, j'aime beaucoup et c'est très important pour moi de travailler le style, de travailler les phrases, de travailler les mots et voilà, de travailler de manière littéraire mes ouvrages, entre guillemets, égyptologiques et scientifiques. Ouais, c'est important pour vous. Très, très important parce que je suis une lectrice donc de littérature depuis toujours et puis une grande lectrice de littérature, pas seulement d'égyptologie et d'histoire. Et donc la qualité de la phrase, j'aime aussi la musique, je suis mélomane, je chante et pour moi la phrase doit sonner, sonner donc qu'elle ait un beau son et qu'on l'entende donc résonner. Et donc je relis, j'écris
j'écris d'une seule traite. Je n'ai pas trop l'angoisse de la page blanche. Ouais. J'écris et ensuite, si vous voulez, je laisse reposer. C'est très important à dire pour tous ceux qui débutent dans la profession d'auteur ou d'écrivain. Il faut laisser reposer. Et ensuite, je vois si je taille. Hein. C'est très important aussi de tailler dans la phrase parce que quand on débute, on est amoureux de ses mots et de ses phrases. Là, c'est très important de prendre son sécateur et comme un arbre, il faut tailler ce qui est en trop. Il faut évider, il faut dégraisser, il faut tailler vraiment dans la phrase et parfois on a du mal à le faire. Il faut garder que l'essentiel et D'accord. travailler sa phrase. D'accord, ok. Et justement, je salue donc Geoffrey Gabriel, un jeune auteur aussi qui vient de se connecter et qui nous salue, qui dit l'Égypte, quel merveilleux pays que j'ai découvert en novembre dernier. J'imagine que c'est un beau pays, l'Égypte. Ah, c'est plus qu'un beau pays, c'est une merveille. Hein. Pour moi, ça a été la rencontre de ma vie. Lorsque j'avais 12 ans, j'ai fait un voyage et donc ça a été un coup de foudre immédiat. Ça a été une sorte de retour dans un pays intérieur voilà, quelque chose qui m'a comblée. Et bon, c'est un univers, c'est plus qu'un pays, c'est un univers, c'est une civilisation, c'est une nature luxuriante, omniprésente. C'est la rencontre aussi des Égyptiens qui sont des êtres absolument charmants et hospitaliers. D'accord. Il y a Nathalie qui dit que je suppose que vous passez beaucoup de temps pour vos recherches en Oui, Égypte. je passe beaucoup de temps en Égypte et aussi dans les livres. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'écrire un livre d'égyptologie, c'est d'abord beaucoup chercher, Oui. c'est ça la recherche, c'est creuser dans les textes avec ses dictionnaires de hiéroglyphes, avec sa grammaire. Il faut toujours retourner à la source, c'est-à-dire aux textes que les Égyptiens nous ont laissés, nous ont transmis. Hein, c'était leur obsession, transmettre leur savoir. Et Oui. également, il faut aller beaucoup lire de publications scientifiques. Et après, effectivement, il faut aller confirmer tout ça sur le terrain. Le terrain, c'est essentiel. Bien sûr, bah, j'imagine. Hein. Et justement, Eva Kopp qui nous demande quelle astuce pour tailler correctement tout en gardant la musicalité du texte. Alors ça, je dirais, c'est le métier. Parce que c'est vrai que le problème du débutant, c'est qu'il veut tout garder. Il a envie, il est donc fasciné un peu par ce qu'il vient d'écrire. Et donc, il y a en général beaucoup trop d'adjectifs, il y a beaucoup trop d'adverbes. Voilà, quand on dit que c'est trop écrit, c'est trop orné, eh bien, on est à côté de la véritable écriture. Moi, j'ai aussi été formée au journalisme à côté de mes études d'égyptologie. Et donc, on apprend à écrire de manière assez sèche, hein, vous savez, un peu sujet, verbe, complément. Mais donc là, c'est une écriture un peu différente, l'écriture journalistique, sans tomber dans l'excès d'une certaine écriture journalistique. Il faut épurer son écriture. Voilà. Donc, je D'accord. pense il faut sentir aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut construire. Hein. Pour moi, quand je construis un livre, c'est comme ma pyramide personnelle. Hein. J'ai des matériaux, je suis entourée de matériaux et je les assemble, je structure, j'architecture mon plan, puis après, j'oublie tout ça. Et après, avec le métier, on voit qu'on écoute la musicalité d'une phrase. Hein. Mais vous savez, quand on écoute de la belle musique, il ne faut pas qu'elle soit trop chargée, c'est la même chose. D'accord. Et justement, avant de parler de vos rituels d'écriture, est-ce que vous pouvez nous présenter donc votre univers livresque? Alors, mon univers livresque, comme je vous le disais, c'est à la fois des publications scientifiques. Alors là, c'est plutôt des revues d'égyptologie, c'est-à-dire que voilà, c'est notre milieu, notre monde, avec les dernières découvertes de mes confrères, de mes consoeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a découvert très, très récemment et qui peut nourrir la recherche égyptologique et puis nourrir mes livres. Hein. Parce que moi, je ne veux pas répéter ce que les autres ont déjà écrit. Pour mon prochain livre, on en parlera sur les grandes souveraines d'Égypte. Je n'ai pas voulu copier les autres livres sur les reines d'Égypte. J'ai cherché ce qui était de nouveau à dire. Et puis à côté de ça, effectivement, j'ai tous les livres de voyage parce que j'ai beaucoup voyagé. J'aime beaucoup les écrivains voyageurs. J'aime beaucoup aujourd'hui Sylvain Tesson. J'ai beaucoup aimé Nicolas Bouvier, Jacques Lacarrière, qui sont des grands écrivains voyageurs. Et puis la littérature, j'adore Jack London, c'est aussi un écrivain voyageur, mais ça peut être aussi Romain Gary. Enfin, la littérature russe, la littérature, la vraie grande littérature, fait partie aussi de ma bibliothèque. Et ça D'accord, ok. apprend à écrire. Être un grand lecteur apprend à écrire. Et justement, là, qu'est-ce que vous aimez lire actuellement?
Alors en ce moment, je suis en train de lire un livre de Jean-Yves Leloup, qui est un théologien orthodoxe et qui écrit un livre qui nous parle dans cette période de transformation, un livre qui s'appelle Métanoïa et qui explique la transformation intérieure à laquelle nous sommes invités dans cette période un peu particulière que nous vivons. D'accord, ok. Senedjem, alors j'ai peur d'écorcher le nom, mais Senedjem qui nous dit donc lisant actuellement un livre de Florence Quentin, son écriture est très agréable. Il n'y a pas ce côté technique académique qui peut parfois être lourd. On se laisse porter par ses mots. Ah, merci, Senedjem, ben, un beau prénom égyptien de l'Antiquité, hein. Oui, justement, il y a beaucoup de prénoms égyptiens comme ça qui reviennent. Euh, Geoffrey qui nous dit effectivement lors de son voyage en Égypte, il disait que sa guide extraordinaire, elle était passionnée de son pays. Qu'il était passionné par ce pays. Son guide, ouais, elle parlait de son histoire avec amour, passionnée de son pays. Oui, voilà Beaucoup pourquoi je vous de... disais que l'Égypte, c'est un ensemble. On ne peut pas aimer que l'Égypte ancienne quand on aime ce pays. On aime aussi ses habitants. Moi, j'aime beaucoup les Égyptiens et les guides égyptiens, les jeunes Égyptiens parlent avec passion de leur héritage. Et ça, c'est très, très touchant de voir les enfants dans les temples, les écoles qui visitent. On sent qu'ils sont très fiers de leur héritage égyptien. Bien sûr. Euh, Sylvie Bosch qui nous dit également bonsoir Florence, merci Bonsoir, pour ce Sylvie. direct. Florent, passes-tu beaucoup de temps à tes recherches? Ton prochain livre sera sur les femmes. As-tu trouvé des indices passionnants encore inconnus? Alors, mon prochain livre sera sur les reines d'Égypte, sur les grandes reines d'Égypte. Et à travers ce livre sur les reines, je vais parler de la condition de la femme en Égypte. Et c'est un sujet complètement d'actualité parce que le statut de la femme en Égypte était particulièrement privilégié, hein. Donc, on a eu à peu près 5 reines qui ont dirigé l'empire égyptien. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas de président de la République française. Donc, on a beaucoup à apprendre de l'Égypte. Effectivement, Sylvie, oui, j'ai découvert des choses très récentes et très, très intéressantes par rapport à la fonction d'alter ego de Pharaon, parce qu'il n'y a pas de roi d'Égypte sans sa parèdre, c'est-à-dire sans son alter ego féminin. Il n'y a pas de grand pharaon sans une grande reine à ses côtés. D'accord, c'est souvent ce qu'on lit, vous nous corrigez s'il faut, mais on connaît donc Néfertiti, qui est connue aussi pour être la femme de Anakhéton, non, Akhenaton? Akhenaton, oui, c'est ça. Akhenaton, voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement, parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur Néfertiti essentiellement. Alors, c'est vrai qu'on connaît toujours, c'est les mêmes noms qui reviennent. Et puis finalement, Voilà. c'est Néfertiti Hatshepsut, qui a été reine pharaon, hein, pendant 22 ans. Elle a régné comme un roi de plein droit sur l'Égypte, sur l'Empire égyptien. Et puis Néfertari, la belle des belles, la femme de Ramsès II. Et puis cette Néfertiti qui est assez intrigante parce qu'on a beaucoup écrit sur elle. Et ça, depuis sa découverte, dès le 19e siècle, on a parlé d'Akhenaton et Néfertiti. Et Néfertiti, elle intrigue à travers ce buste qui est l'incarnation de la beauté féminine, mais finalement, on ne sait presque rien d'elle. Et Oui. on a beaucoup glosé sur elle, mais on a très peu d'informations. Mais en étudiant finement les documents de l'époque, notamment les représentations, certains textes, on se rend compte qu'elle avait une place très importante à côté de son mari pour qu'il puisse faire cette révolution monothéiste en Égypte pharaonique. D'accord. Nathalie Limoges, bonsoir, qui nous dit, vous qui Bonsoir êtes Nathalie. si belle représentante de l'Égypte intemporelle, quel serait selon vous son plus beau message dont nous devrions aujourd'hui nous inspirer? Alors, son plus beau message, alors, outre le message qui concerne la femme qui est respectée en Égypte, eh bien, il y a cette sagesse intemporelle des, des théosophes égyptiens. C'est-à-dire qu'il y a des sages, des philosophes, on va dire, pas dans le sens grec, mais des philosophes qui ont élaboré une pensée qui peut encore nous nourrir aujourd'hui. C'est-à-dire une pensée qui nous rappelle que nous devons avoir une attitude éthique dans la vie. Nous devons respecter notre prochain. Ça, c'est bien avant l'Évangile et la Bible. Nous devons respecter notre prochain. Humble. On doit aider celui qui passe et qui n'a pas, qui donne de l'huile à celui dont la jarre est vide. Respecte tes parents âgés.
souviens-toi que ta mère t'a porté, que ta mère t'a nourri, respecte les anciens. Et également, inscris-toi donc dans la loi de Maat. Maat, c'est une déesse de l'équité, de la justice, de ce qui est équilibré. Et l'Égypte nous dit que le monde a été créé à partir d'un néant et que les dieux ont repoussé le chaos aux marges du monde. Mais que le chaos est toujours là, hein, toujours aux marges, et que le monde pourrait retourner dans le chaos. Et on vit quelque chose d'un peu similaire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un chaos un peu nous menace. Donc, les Égyptiens n'ont cessé de faire des rites, n'ont cessé de faire des hymnes, des prières, pour que ce chaos ne resubmerge pas le monde. Et aujourd'hui, si vous voulez, on aurait à apprendre des anciens, car ils pensaient que nous étions tous interconnectés, les humains entre nous, et également avec la nature et avec les dieux. C'est-à-dire que nous étions tous solidaires avec la nature, avec les dieux et avec nos frères et nos sœurs humaines. D'accord, mais on sent que vous êtes passionné quand vous parlez de l'Égypte. Vous pourriez en parler pendant des heures, j'imagine. C'est cela. Parce que c'est vrai que l'Égypte, sur les hiéroglyphes, sur comment ils embaumaient les morts et tout ça, parce que quand vous faites vos recherches aujourd'hui, c'est seul, c'est organisé, comment ça se passe? Alors moi, je fais mes recherches seule, mais si vous voulez, je suis reliée à des centres de recherche où j'ai toujours des contacts avec des collègues donc, qui font des recherches sur des points particuliers et on échange des informations, bien entendu. Alors, on a toujours cette aura de mystère autour de Mm. l'Égypte, mais en réalité, on sait quand même pas mal de choses aujourd'hui. On sait comment on embaumait et on sait que les hiéroglyphes étaient une écriture à la fois, on peut le lire comme une écriture symbolique, mais en réalité, c'est une écriture qui se lit hein, et qui se déchiffre, puisqu'on a aujourd'hui, grâce à Champollion, on a découvert la clé de cette écriture. Et donc, on lit parfaitement aujourd'hui les hiéroglyphes. On a encore quelques zones d'ombre parce que c'est une écriture qui a évolué. Mais plus on déchiffre, plus on traduit, et plus on est, il faut le reconnaître, plus on est ébloui par la profondeur de la pensée des anciens. D'accord, ok. Donc en tout cas, c'est Negem qui dit pareil, hein, qu'on pourrait vous écouter pendant des heures. C'est vachement agréable. Et justement, donc pour parler donc de votre écriture, est-ce que vous avez des rituels? Est-ce que vous écrivez plutôt le soir, la journée? Comment ça se passe? Alors moi, j'écris plutôt le matin. Hein, je pense que ça correspond à mon biorhythme. J'écris plutôt le matin et ça doit être mon côté égyptien. Et quand le soleil réprit, là, c'est le scarabée, vous savez, il pousse sa boule devant lui et il monte au zénith. Alors là, voilà, je pense que je suis en accord avec le scarabée égyptien. Donc, je préfère le matin et un petit peu en fin d'après-midi. Mais c'est plutôt, en général, j'écris le matin, je laisse un peu reposer et je relis le soir. Voilà, il y a quelque chose qui est un peu infusé, vous savez, dans la phrase, et puis en moi aussi, et je relis. Et puis, j'aime être dans mon bureau. Vous voyez une partie de mon bureau derrière moi. Il y a beaucoup de livres. Je suis entourée de mes dictionnaires, voilà, d'objets auxquels je suis attachée. Notamment, vous voyez par exemple ce beau bloc en lapis lazuli. Alors, il est Oui. assez remarquable. Lapis lazuli, c'est une pierre égyptienne qui était considérée comme la chevelure de certains dieux et déesses, parce qu'elle était bleu nuit, hein, donc la chevelure Mm. d'Isis est en lapis lazuli, et puis la nuit constellée d'étoiles, vous voyez, donc les Égyptiens pensaient que le ciel était en lapis lazuli avec des petits morceaux voilà, de dorure, vous voyez, qui brillent. Oui. Donc j'aime beaucoup avoir ce bloc, d'abord il est très doux, et puis également c'est un bloc voilà, qui m'accompagne dans mes travaux d'écriture. Ah, c'est vrai que c'est joli en tout cas. Réputé pour avoir des influences sur l'intuition et l'inspiration. Voilà. D'accord. Sylvie Quentin qui nous demande où c'est que vous en êtes au niveau de votre futur roman. Ça, c'est une question de ma sœur, qui est une fidèle lectrice et qui relit souvent ma prose et qui voit les petites choses qui, voilà. Mon roman, eh bien, j'ai un roman, j'ai écrit un roman, effectivement, il est dans un tiroir. Et comme je l'ai écrit avant la révolution de 2011, il était un peu prémonitoire.
Et quand je l'ai eu terminé, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'éléments qui s'étaient finalement réalisés pendant cette révolution du Nil en 2011, le printemps arabe, parce que c'est un roman qui se passe aujourd'hui, mais avec une sorte de flashback dans le passé. Donc, D'accord. il ne me manque que le temps de m'y replonger, de le reprendre. Mais le roman, c'est une sacrée aventure. Évidemment, quand on écrit que des essais, c'est une sacrée aventure de se lancer dans le roman. D'accord, bah, on va attendre de patience de les découvrir. Ah, justement, est-ce que vous pouvez nous les présenter, vos essais? Parce que je sais qu'il y en a un qui va sortir en version poche, là, donc courant Oui, alors 2021. Enfin, c'est vous mon avez deux livre sur... actualités courant 2021. Oui, c'est ça. Donc mon livre sur Isis que vous avez vu dans la présentation, Isis l'Éternel, donc biographie d'un mythe féminin, il est sorti en 2012. Et donc je me suis rendu compte à travers mon travail sur l'Égypte que cette déesse, la déesse favorite des Égyptiens, revenait souvent dans la littérature et dans l'imaginaire occidental. Parce que Isis ne se contente pas d'être une grande déesse pour les Égyptiens, elle va traverser les mers, on va la retrouver dans les cultes à Rome, dans les cultes en Gaule. On va retrouver un temple d'Isis même dans le centre de Londres et jusqu'aux confins du Danube. Et ensuite, on va la retrouver au Moyen Âge à travers les Vierges noires, à la Renaissance, dans l'alchimie et également dans la flûte enchantée de Mozart. Enfin, elle est insubmersible, si je peux employer ce mot. Isis, on la retrouve toujours, on la retrouve dans la littérature, chez le Comte de Lille, chez Victor Hugo, etc. Donc, je me suis intéressée à cette déesse et je me suis rendu compte qu'elle était une sorte d'archétype et qu'elle parlait encore beaucoup aux femmes d'aujourd'hui. Hein, parce que c'est une épouse très, très fidèle, qui ne renonce jamais. C'est une mère, c'est une sœur remarquable et c'est une femme qui, par son amour et sa constance, va sauver le monde de la destruction. Donc, on a bien besoin aujourd'hui de ce féminin-là, je ne parle pas simplement des femmes, hein, de ce féminin qui prend soin du monde euh, dans la situation dans laquelle on est. Et d'ailleurs, quand D'accord. je parle souvent dans des conférences ou parfois des congrès, et on m'a invité un jour à un congrès médical, et tous les médecins qui étaient là et les infirmières m'ont dit, nous nous reconnaissons tous dans le visage d'Isis qui soigne le monde et qui soigne les autres. Donc, ce livre qui est sorti en 2012 va sortir en poche chez Albin Michel, donc l'année prochaine, il devait sortir cette année. Et finalement, il va sortir avec un avant-propos, un nouvel avant-propos en 2021. Et en D'accord. 2021 également, vous voyez, je commence par la fin, parce que parfois on écrit dans l'autre sens, en égyptien. En 2021, va sortir aussi un livre auquel je tiens beaucoup, dont j'ai déjà parlé, sur les grandes souveraines d'Égypte, chez Perrin, qui est l'éditeur d'histoire. Et donc, il devait sortir cette année. Sinon, l'année dernière, donc on en avait parlé tous les deux, mon livre sur Toutankhamon Oui. voilà, est sorti. Alors, on parlait de la fiction et j'ai tenté quelque chose de nouveau avec ce livre où je présente une sélection d'objets sur 5000 objets. Il fallait que je fasse une sélection d'une centaine d'entre eux. Et j'ai tenté une expérience qui consiste à fictionner les débuts de chapitres. C'est-à-dire que pour que le lecteur soit plongé dans cette époque, pour qu'il ne soit pas justement, comme disait Senedjem, trop rebuté par l'aridité de l'égyptologie, parfois c'est difficile, très difficile l'égyptologie, eh bien j'ai commencé les débuts de chapitres en racontant la vie de Toutankhamon. Toutankhamon, il se lève, on l'habille, on le pare de bijoux, etc. Et je me suis appuyée bien sûr sur des choses extrêmement sérieuses et scientifiques, mais j'ai voulu que le lecteur soit plongé dans cette Égypte pharaonique qui est tellement fascinante, mais tellement loin de ce que nous connaissons. Donc j'ai tenté vous voyez, un mix entre la fiction et le livre, l'essai d'archéologie. Et puis aussi, on en a parlé tout à l'heure avec vous, Florian, il y a un livre auquel euh, je tiens beaucoup parce qu'on parle de littérature et de belle littérature sur votre site, sur votre blog. Et vous savez que je suis très attachée à la littérature. En 2015, j'ai publié Vivante Égypte de Gizeh Afilaé chez DDB. Et surtout, j'ai été très touchée, très honorée, parce que j'ai reçu un prix, le prix Écriture et Spiritualité. Voilà, on voit ça en 2016, et c'est un prix littéraire. Alors un prix littéraire, ce n'est pas le Goncourt ni le Femina, mais c'est un prix
qui a déjà honoré de grands écrivains de fiction, hein, comme Sylvie Germain ou Frédéric Boyer, enfin des vrais écrivains de fiction. Et je l'ai reçu dans la catégorie essai, parce que si vous voulez, ça met l'écriture également, l'écriture littéraire. Et c'est un livre c'est mon livre le plus personnel, comme par hasard, où je raconte ma rencontre avec l'Égypte, cette rencontre, cette espèce de coup de foudre absolument subjugant de l'âge de mes 12 ans, où je suis sur une felouque la nuit avec ma mère et ma sœur, et là, où voilà, je bascule dans quelque chose de complètement, de complètement subjugant, et j'ai ce coup de foudre qui ne s'est jamais démenti pour l'Égypte. D'accord, en tout cas. Donc, Ancoli Astodel, si j'écorche pas son nom, qui dit merci pour ce livre avec ses explications très claires, ainsi que Sylvie qui nous dit la grande prêtresse du Nil, sagesse, savoir et partage. Voilà. C'est pas écrit en gras, mais ça doit être d'Isis. Je salue aussi Virginie Lloyd, donc la marraine de notre groupe qui vient de se connecter. Donc, bonsoir Virginie. Bonsoir Virginie. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous lire un extrait d'un de vos essais? Je sais que les gens aiment bien en général avoir un petit extrait. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Alors, je vais vous lire un extrait de Vivante Égypte. Hein. Comme ça, on sera tout de suite, si je puis dire, dans le bain, puisqu'il est question du Nil. Alors, c'est le début c'est l'introduction de ce livre en Égypte qui dresse le décor. Alors, ce livre est un voyage dans les sites de la vallée du Nil, hein, de Gizeh à Philae. Et dans l'introduction, j'explique comment je suis tombée en amour pour ce pays et comment ce pays, d'une certaine manière, m'a choisi également, comme dans une rencontre. Avec ma mère et ma sœur aînée, nous voguons de nuit vers Armante, en Haute-Égypte, pour rejoindre une maison d'hôtes ocre rose et désuète, vestige d'une époque coloniale révolue. Dormir dans la campagne égyptienne, loin des hôtels de tourisme, c'est aussi prendre le pouls de ce pays rural qui n'existe que grâce aux largesses d'un fleuve majestueux et lent. Ce Nil qui nourrit ses enfants depuis plus de 5000 ans, mais qui a aussi permis à l'une des civilisations les plus accomplies de l'humanité de se développer sur ses rives. Luttant contre le sommeil, la tête posée sur le bois de la banquette, j'ouvre les yeux. Dans mon champ de vision se déploie une voûte céleste bleu-roi, de soie moirée comme un manteau de prélat. Loin des villes, infiniment constellées. Voie lactée du lait des déesses, demeure des étoiles impérissables que les pharaons, après avoir gravé l'escalier céleste des pyramides, rejoignaient à leur mort. Balais des astres qui semblent accrochés au mât, puis disparaissent alors que nous glissons sur l'eau, esquissant entre eux d'instables figures. J'ai 12 ans, et c'est mon premier voyage sur la Terre qui deviendra pour toujours mon Orient. Dans cet espace-temps initiatique entre l'enfance et l'adolescence, et que chacun parcourt en équilibre instable, la tête en plein vent, le cœur en bandoulière, l'âme à nu, l'inattendu va surgir pour la très jeune fille que je suis, dans cette esquive suspendue entre ciel et eau. Alors que la felouque vire doucement de bord, mettant cap à l'ouest, je me sens happée et quitte cette réalité. L'environnement immédiat s'efface. Tout mon être se dilate dans le ciel d'encre constellé. Depuis ce jour, il me semble à nouveau entendre le murmure des dieux et des déesses des deux terres. Ben, merci beaucoup en tout cas, Florence, pour ce petit extrait, en espérant que ça donne envie de lire. Mais effectivement, on sent au niveau des mots quand même que c'est une passion et que vous aimez vraiment ça, quoi. Oui, j'aime les mots, j'aime l'Égypte et j'aime faire correspondre ces deux passions parce il est indispensable de célébrer ce pays à travers les mots également, les images et les mots.
Oui, parce qu'on sent ouais, que l'importance en Égypte, c'est les mots. Oui, les mots, c'est très important pour les Égyptiens parce que dès le troisième millénaire, ils ont gravé le corpus de textes le plus ancien du monde gravé. L'a été dans les pyramides. Hein. C'est ce qu'on appelle les textes des pyramides. C'est le corpus le plus ancien qui a été gravé dans un monument dans le monde. Hein. Donc vous voyez à quel point les Égyptiens aimaient les mots et pour eux, c'était indispensable de graver, d'écrire sur les papyrus, sur des stèles, sur les temples leur connaissance, leur savoir, et ils avaient l'obsession de le transmettre, de nous le transmettre. Hein. Voilà pourquoi nous en sommes les héritiers. Comme nous dit Virginie Lloyd, espace-temps initiatique entre l'enfance et l'adolescence. Ce passage est très beau. Merci. Et Sylvie Quentin qui dit quel beau livre d'entretien également que Fou d'Égypte, Le Caire, Alexandrie, Paris, et ces trois personnages contant leur passion égyptienne. Oui, c'est un livre que j'ai, plutôt où là j'ai retrouvé à la fois ma double casquette de journaliste et d'égyptologue. Je suis allée donc avec Sylvie Quentin à Alexandrie, au Caire et à Paris, effectivement, pour rencontrer l'Égypte, c'est-à-dire Jean-Yves Empereur qui a fouillé, vous savez, qui a plongé dans le port d'Alexandrie et qui a remonté des vestiges de cette ville extraordinaire hein, qui était le phare du monde antique. Donc, on a fait beaucoup de choses à la télé, de reportages ce sauvetage des monuments d'Alexandrie qui était immergé dans le port. Et c'est un helléniste donc, qui travaillait à Alexandrie. Jean-Pierre Corteggiani, qui travaillait à l'Institut français d'archéologie orientale, notre école française d'égyptologie au Caire, qui a vécu 46 ans en Égypte et qui raconte cette passion qui a fait qu'il a même vécu en Égypte pendant toutes ces années. Non seulement égyptologue, mais fou d'Égypte réellement, piqué, on va dire, par le canard des hiéroglyphes, comme disait Gaston Maspero. Hein. Il disait quand on était piqué par le bec du canard, après c'était voilà, c'était pour la vie. Et donc, et le troisième, c'est Robert Solé, que vous devez connaître, qui est un franco-égyptien, journaliste au Monde et qui est l'auteur de plusieurs romans, dont La Mamlouka. Donc, c'est un grand journaliste et un Égyptien qui est venu vivre en France et qui maintenant a retrouvé ses racines égyptiennes. D'accord. Mais en tout cas, comme nous dit Séné James, c'est un très beau passage que vous nous avez lu et on vous remercie. Vous me donnez encore plus envie de fouler le sol égyptien. Et je vous le souhaite, Sanet Jem. Voilà. Bientôt. Le L'homme civilisé, nous dit Alexandre Roucheriol, si j'écorche pas votre nom. Et justement, quand vous écrivez comme ça, est-ce que vous avez la trame ou est-ce que vous vous laissez une part d'improvisation en disant bah, je pars là-dessus et puis bah, on verra? Ou est-ce que c'est vraiment méthode? Alors, au départ, il y a une construction sur un livre, par exemple, sur les reines d'Égypte. C'est 400 pages et c'est un éditeur d'histoire, donc il faut être très, très rigoureux hein, parce que ce sont en général, ce ne sont que des historiens qui écrivent. Donc, il faut documenter tout ce qu'on écrit. Donc, j'ai toujours près de moi les références, les documents. Mais vous voyez, mon manuscrit est en cours de lecture par l'éditeur et il m'a fait un compliment qui m'a beaucoup touchée parce il m'a dit qu'il lisait beaucoup de manuscrits euh, d'historiens un peu, vous savez, un peu on va dire, un peu aride, un peu difficile. Et il a trouvé ma manière de lancer les portraits de ces reines, de les commencer de manière littéraire et agréable, un peu fluide. Voilà. Donc, si vous voulez, à la fois, je dois toujours garder, c'est comme si je tenais, si vous voulez, un cheval, je dois garder les rênes bien en main, mais de temps en temps, je lâche les rênes pour que le cheval galope un peu à son rythme. Et je dois toujours regarder un peu que l'attelage va tout droit, garder mes références scientifiques, mais il faut absolument, enfin pour moi en tout cas, que l'inspiration puisse s'exprimer, que l'inspiration vous traverse, que l'intuition vous traverse. C'est ça qui fait qu'une œuvre est réussie. C'est qu'à la fois on a des bases solides, mais qu'on peut les lâcher, on peut un petit peu abandonner à un moment donné non pas ses certitudes, on va le dire, et voilà, ces points d'appui scientifiques. D'accord. Et justement, j'ai vu la question passer tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ce qui m'inspire effectivement,
c'est ce message, plus que jamais, parce qu'on traverse donc, tout le monde le sait, un passage très difficile dans l'humanité, mais vous savez que c'est cyclique, hein. Quand on est historien, on se rend compte que l'humanité n'a fait que traverser des périodes comme ça, voilà, de cycles un peu sombres, et après on est ressorti de ces cycles. Donc on relativise peut-être un peu quand on a une vision sur un temps long, vous savez, voilà, on est moins focalisé sur le présent, mais pour autant, je trouve que les Égyptiens ont quand même eu une civilisation qui a duré 3000 ans. On n'en est pas là, hein. On est à 2000, un peu plus de 2000 ans et on est un peu essoufflé, hein. C'est le cas de le dire avec ces problèmes de Covid, hein. On manque de souffle vital, vous savez, la croix en C égyptienne. Donc on manque de souffle. Les Égyptiens ont eu du souffle pendant 3000 ans parce qu'ils ont compris que l'harmonie, comme je vous le disais tout à l'heure, entre le respect de la nature, le respect de la femme, le respect de son prochain, de l'autre, le respect des anciens, tout ça, et aussi avoir une notion de sacré, qu'on soit athée ou pas, enfin, ou religieux. Le sacré, c'est au-delà de la croyance, c'est-à-dire de penser qu'il y a quelque chose qui tient tout cela ensemble. Eh bien, les Égyptiens, moi, je pense beaucoup à ça en ce moment. Je pense beaucoup à leur sagesse, à leur constance et à tout ce qu'ils nous ont laissé pour traverser cette période difficile. Vous pensez qu'on devrait s'en inspirer, justement? Oui, je pense qu'il faudrait vraiment retourner au passé, dans ces grandes traditions philosophiques, qu'elles soient indiennes, qu'elles soient grecques, qu'elles soient égyptiennes, selon sa sensibilité. Les anciens avaient une vision qui peut vraiment nous aider aujourd'hui. D'accord. Ok. Bon, en tout cas, merci à vous. Dominique Guénin, bonsoir, auteur aussi, qui nous dit, je suis déjà passionné par vos mots et votre propre passion pour l'Égypte. Comme je suis un peu en retard sur cela, pourriez-vous remontrer votre livre, s'il vous plaît? Euh, Voilà, comme ça, voilà. Donc, Vivante d'Égypte. Alors, donc voilà, donc c'était pour le petit extrait. l'éditeur, c'est donc DDB, c'est-à-dire Desclés de Brouwer. C'est D'accord. difficile à dire. Donc, j'ai Et mis le donc, lien un petit peu plus haut. merci. Voilà, Voilà, donc tu peux le retrouver. donc c'est un livre, effectivement, c'est mon livre le plus personnel parce que j'explique mes expériences. Et alors l'éditeur m'a dit il faut parler à la première personne. C'était pas facile pour moi parce que peut-être que l'essayiste se cache derrière ses sujets, mais là j'ai été obligée de m'exposer. Donc c'était un exercice particulier pour moi. Justement, c'est que vous parlez d'éditeur. J'ai revu aussi pareil la question. C'est que vous êtes donc un auteur aujourd'hui édité. Vous n'êtes pas auto-édité. Non, j'ai toujours eu la chance d'être éditée depuis mon premier livre en 1993 qui s'appelait La Belle au sable dormant. Et c'était un livre déjà sur la religion, sur la pensée égyptienne. Et ensuite, 93, ensuite chez Bayard en 2005, Fou d'Égypte, etc. Bayard, Albin Michel, Robert Laffont. Et je tiens aussi à parler d'un livre auquel voilà, je tiens beaucoup. C'est un livre que j'ai dirigé dans la collection Bouquins. Vous savez que la collection Bouquins est notre collection française encyclopédique. C'est un travail de 6 ans et j'ai dirigé 50 auteurs sur les Égyptes. Là aussi, c'est un hommage collectif. Il y a 1000 pages, 50 auteurs à qui j'ai demandé, chacun dans sa spécialité, ça peut être la Bible, ça peut être l'islam, ça peut être l'opéra, la BD, en quoi nous sommes les héritiers de l'Égypte ancienne. Et ils se sont tous acquittés de cette tâche. Et donc, c'est la collection Bouquins que vous connaissez, qui est une très, très belle collection. Et je suis extrêmement fière d'y avoir apporté, en tout cas, mon volume dans cette collection. C'est un beau projet. Oui, Et très où long c'est qu'on projet, peut pharaonique. Pharaonique, justement, le cas de le dire. Et justement, on peut le trouver où, ce livre? Il est disponible aujourd'hui? Oui, il est disponible. Il est sorti en 2010. Et il est bien sûr disponible dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. D'accord, ok, super. En 2015, autre... pardon, 2015, j'ai 2015, que c'est un travail de 5 ans, donc voilà, c'est 5 ou 6 ans. Ok, donc pareil, on mettra le lien parce que je vois qu'on a partagé aussi le site, votre blog, on l'a partagé aussi en commentaire, donc je remercie la personne qui l'a fait. Une autre question, est-ce que vous avez des auteurs qui vous inspirent plus que d'autres aujourd'hui?
Ah, c'est compliqué. Oui, beaucoup d'auteurs m'inspirent. Je reviens à la littérature, justement. Il n'y a pas longtemps, j'ai relu ce très beau livre qui s'appelle Martin Eden, hein, de Jack London, qui est à la fois un très beau livre humaniste et un livre merveilleux sur le plan de l'écriture. Et je le recommande à tout le monde. Voilà. Et aussi, par exemple, La promesse de l'aube de Romain Gary. Alors, ce sont des livres assez connus, mais ce sont des classiques. Et quand on veut écrire et être touché, on va dire être touché par une humanité, ce sont des livres essentiels. D'accord. Et est-ce que vous voyez la question, est-ce que vous voyez souvent des auteurs comme Philip Kane, tout ça, qui écrivent également sur l'Égypte? Je n'ai pas lu son livre. Après, si vous voulez, moi, les romans sur l'Égypte pharaonique, je trouve que c'est un peu compliqué à écrire parce qu'on est vite dans le péplum, hein. Moi, j'aime pas beaucoup les livres de Christian Jacques, hein, je l'avoue, parce que c'est vrai que ça a nourri beaucoup de gens sur l'Égypte, mais le problème, c'est que le roman, on est vite dans le péplum quand on écrit sur l'Égypte pharaonique, hein. On est dans la reconstruction d'un passé dont on ne sait pas grand-chose. Et tout le monde n'a pas le talent de Marguerite Yourcenar, voilà encore un grand livre, qui a écrit les Mémoires d'Adrien. Et voilà, donc les romans, j'ai un peu de mal, sauf si c'est Marguerite Yourcenar qui nous conte les Mémoires d'Adrien. Mais là, on est dans le génie, hein. Une nouvelle question de Sylvie qui dit, dans le très prochain ouvrage à paraître sur les reines, pourquoi certaines souveraines ont-elles été oubliées ou discréditées? Dans l'Antiquité, les Égyptiens anciens étaient-ils misogynes? Non, je ne pense pas qu'ils étaient misogynes. On aurait encore là aussi pas mal à apprendre d'eux parce que les femmes pouvaient disposer de leur dot, elles, elles pouvaient diriger médecins, scribes, elles avaient accès à tous les métiers, elles avaient une certaine liberté, alors que la Grèce, les Grecs, elles étaient considérées comme des éternels mineurs sous tutelle du père puis du mari. Donc on est dans une civilisation par rapport au peuple de l'Antiquité et même par rapport à aujourd'hui où les femmes avaient quand même une grande liberté. Le problème de ces reines qui ont été oubliées ou dont on a détruit les monuments, c'est qu'elles ont quand même pu avoir le pouvoir, notamment Hatshepsut, qui a quand même régné 22 ans, un règne très harmonieux, un règne elle a beaucoup construit, elle a bâti, elle a fait des expéditions en Afrique, elle a ramené beaucoup de choses de ces expéditions. Mais si vous voulez, le problème, c'est que quand elle est morte, eh bien, son successeur n'a pas tout de suite détruit ces monuments, mais il les a détruits plus tard. Mais non pas par haine pour l'effacer, mais en réalité, toutes les représentations où elle est en femme, il les a laissées. Et pour les Égyptiens, s'attaquer à l'image ou au nom de quelqu'un, c'est le détruire magiquement. Et donc, il n'a pas détruit sa momie, il n'a pas détruit son nom, il n'a pas détruit les représentations où elle est en femme. En revanche, par rapport à la légitimité de son propre fils, il a détruit tout ce qui représentait la reine comme dirigeant d'un pays, hein, mais pas comme personne. Vous voyez la subtilité. Alors, on aurait préféré qu'il accepte qu'elle ait pu régner, hein, de plein droit comme pharaon, mais pour légitimer son fils, son propre fils, euh, il a donc détruit tout ce qui était le signe du pouvoir de cette femme. D'accord, ok. Après, il y a une question aussi, c'est que on parle souvent des reines égyptiennes, mais pourquoi Cléopâtre, on n'en parle pas plus que ça? Ah, on en parle beaucoup, non? Vous ne trouvez pas qu'on en parle même beaucoup plus que les autres? Et donc, d'ailleurs, moi, je l'ai intégré. J'ai terminé mon livre sur les reines d'Égypte, sur Cléopâtre. Mon éditeur m'a dit, il faudra en parler. J'ai dit, bon, pour les égyptologues, elle n'est pas considérée comme une reine d'Égypte, mais pour moi, c'était important qu'elle fasse partie, en tout cas, des reines d'Égypte. Parce que c'est une grecque, hein, c'est la descendante de Lagos. Lagos, c'est un Macédonien, un compagnon d'Alexandre le Grand. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est la dernière reine d'Égypte et c'est la seule qui parlait l'égyptien. Et en plus, se présentait à son peuple comme une Isis habillée en Isis. Donc je pense elle était fondamentalement grecque, mais aussi très égyptienne. Donc c'est une très grande reine et il faut la réhabiliter parce que la propagande romaine, misogyne romaine, en a fait une femme sulfureuse, une prostituée, une ambitieuse, etc. Et en réalité, c'était une femme remarquable qui parlait 9 langues. Et si elle a séduit quand même César et Marc-Antoine, c'est non pas par sa beauté,
sa prodigieuse intelligence et son sens politique. Donc, il est temps de réhabiliter cette femme de pouvoir et d'intelligence. Genre, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de Mais Néfertiti, vous oui, voyez, quand on parle d'Égypte, Néfertiti, Isis, et souvent Cléopâtre, et oui, on n'y pense c'est la pas. dernière reine d'Égypte, de l'Égypte indépendante, avant que Rome ne fasse de l'Égypte une simple province de l'Empire romain. Elle s'est battue pour garder l'indépendance de l'Égypte et pour ça aussi saluons sa mémoire. D'accord. En tout cas, merci pour ce rappel. En tout cas, c'est important aussi de le rappeler. Oui. Donc là, en attendant les prochaines questions, j'aimerais bien aussi qu'on revienne sur un de votre dernière activité livresque qui a été donc pour l'association Hop Project. Hein, on en a discuté tout à l'heure, Oui, qui merci. venait en aide au service psychiatrique des enfants à la Timone pendant le confinement. Vous avez fait partie de 40 auteurs qui ont écrit donc des nouvelles pour le recueil Le Voyage en temps de confinement. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette nouvelle? Alors, quand François David m'a contacté, donc j'étais au Salon du Livre de Marseille l'année dernière, enfin les 2 derniers salons du livre, et François est un ami. Il m'a dit voilà, je vais réunir 40 auteurs, 40 amis, hein, donc Didier Van Covelaert, enfin un certain nombre d'écrivains de fiction, justement, et je leur demande d'écrire une nouvelle et je voudrais que tu écrives une nouvelle. Je dis, mais je ne suis pas auteur de fiction. Et il m'a dit, si, fais-le, c'est pour les enfants de la Timone, etc., pour remercier les soignants de leur dévouement. Et là, je me suis dit, je peux pas refuser cet hommage à nos soignants et puis à ce service de pédiatrie de la Timone. Et l'actualité nous confirme qu'ils vont de nouveau monter au front, ces soignants, hein. Donc, Oui. c'était important. Et j'ai conçu voilà, donc un nouvel exercice que je ne connaissais pas. Et je me suis entraînée. On n'avait que 15 jours pour l'écrire à peu près. François nous a laissé très très peu de temps. Donc voilà, j'espère d'avoir fait une nouvelle équilibrée, parce que vous savez que la nouvelle, c'est le genre littéraire le plus difficile à faire, hein, parce qu'il faut qu'il y ait on va dire une ouverture, et puis après il faut un développement, et il faut ensuite une chute dans un espace assez réduit. On n'avait Oui. pas beaucoup de place. Et donc j'ai décidé, bien sûr, alors évidemment, de me référer à ma chère Égypte, mais dans une nouvelle qui est à la limite du fantastique, où une égyptologue avec une équipe de fouilles descend dans la tombe d'une tombe réelle, hein, qui est la tombe d'un grand savant, d'un grand sage, qui s'appelle Padiamenopé. Alors elle descend dans cette tombe et là il lui arrive des aventures à la limite du fantastique. Elle va basculer dans un autre monde et là elle va rencontrer des divinités, elle va voir des scènes particulières et tout ça en lien avec le fameux souffle de vie, hein, parce que finalement aujourd'hui les infirmières, le personnel soignant qui se penche sur les gens qui sont en réanimation, eh bien ils ne font rien d'autre que ce que faisait Isis au-dessus du corps de son époux Osiris, c'est de leur rendre le souffle vital. Donc, elles sont toutes des Isis, ces infirmières. Bah, en tout cas, c'est un bel hommage que vous leur donnez, en tout cas. Et puis, comme vous dites, effectivement, quoi qu'il arrive, on sera derrière eux. Hein, et puis, Oui. donc une nouvelle à retrouver donc, dans le voyage en temps de confinement qui a été édité chez Ramsay. Voilà. Dominique Guéna qui nous dit les mémoires d'Adriane, c'est cosmique. Comme Laure aussi qui nous dit que c'est l'Empire romain, Néropolis, incontournable aussi. Et elle nous parle également de votre pendentif, qui nous demande, il me semble qu'il a lui aussi une relation avec l'Égypte. A-t-il une histoire? Oui, il a une histoire. Alors, je ne sais pas si mon ami Pierre-Henri est avec nous, qui fascine s'il est là. C'est un cadeau d'un grand ami qui est fou d'Égypte lui aussi. En réalité, c'était un marque-page, mais on l'a transformé en pendentif parce que je n'avais jamais vu ce symbole, ce symbole en vente dans les musées, etc. Et il s'agit en réalité effectivement de la déesse Hathor, vous voyez, donc la déesse de l'amour, la déesse de la joie, la déesse de l'ivresse. C'est la grande mère cosmique. Et c'était un contrepoids, c'est-à-dire que le contrepoids d'un gros collier, comme les colliers étaient très lourds, à plusieurs rangs de perles, il y avait un contrepoids à l'arrière. Alors, en réalité, c'était à l'arrière. Et ce contrepoids donc faisait effectivement contrepoids à la lourdeur du collier. Et on voit donc cette
cette reine, qui est sans doute la reine Tihi, c'est-à-dire la mère d'Akhenaton, hein, la femme d'Amenhotep III, la mère du fameux Akhenaton, avec ici, vous voyez, la vache Hathor, c'est-à-dire la déesse de la joie, de l'ivresse et de la musique, de la danse, etc. D'accord, ok. Bah, merci, merci Dominique pour avoir vu ce petit détail. Sylvie qui nous dit Oltria, une revue magnifique, une aventure à laquelle tu as participé comme rédactrice en chef. Aujourd'hui, qu'en as-tu retenu? Ah, c'était une très belle aventure qui a duré 6 ans et j'en ai retenu. Mais j'avais déjà travaillé pour le monde des religions pendant 10 ans avec Frédéric Lenoir. Donc, j'avais l'expérience d'une revue sur ces questions-là. Mais Ultreya, c'est une revue livre hein, de 250 pages, 300 pages. Donc, ça permettait d'avoir de la place pour justement demander à des auteurs, des spécialistes ou non, en général des spécialistes, de pouvoir creuser des sujets. Hein. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer vraiment de très belles personnes, plein de profondeur et aussi de pouvoir donner la place à une iconographie très très belle, beaucoup de très belles photos, des portfolios de grands photographes. Voilà, donc c'est une très très belle expérience et j'ai aussi rencontré lors de reportages, je suis allée au Japon, j'ai assisté à une cérémonie qui n'a lieu que tous les 20 ans à Ise, dans le sud du Japon, une cérémonie shintoïste vraiment très très saisissante qui m'a tout à fait fait penser à l'Égypte ancienne, parce qu'il y a des prêtresses avec des arbres, des couronnes avec des arbres sur la tête. Enfin, on est dans une situation très différente, mais on est dans ce rituel en lien avec la nature qui m'a beaucoup touchée. Je suis aussi allée dans le sud de l'Espagne rencontrer un grand sage soufi qui a sauvé les manuscrits de Tombouctou lorsqu'ils ont été menacés de destruction par les djihadistes. Donc cette aventure m'a permis de rencontrer des personnes tout à fait extraordinaires. Mais comme nous dit nos Dominique, c'est dommage que cette revue n'ait pas continué de vivre. Oui, je pense qu'il faudrait écrire massivement à la direction pour... je suis d'accord. On peut tenter. Ah oui. Bon. Si vous deviez retenir un seul voyage vraiment qui vous a marqué le plus, ce serait lequel? Alors, à part l'Égypte, parce que bien sûr, ça c'est hors concours, on est d'accord. Je pense que je dirais le Japon, parce que justement, j'ai trouvé... alors, j'ai beaucoup voyagé, je suis aussi allée en Chine, en Amérique latine, au Mexique, mais j'ai trouvé au Japon quelque chose d'une tradition vivante. Et je pense je ne connais pas l'Inde, mais je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rupture entre ces traditions ancestrales, artistiques, philosophiques, religieuses. Ce sont les mêmes qui se sont enrichis à travers les époques. Mais aujourd'hui, vous pouvez avoir un Japonais avec la tachekese très pressé qui sort du métro à Tokyo. Et puis, il va boire beaucoup, il va boire dans les bars, et puis le lendemain, il va mettre son kimono et il va aller dans un temple shinto faire ses dévotions à des divinités qu'on ne voit pas, hein, parce qu'il n'y a pas de statue. Et il va, par exemple, mettre accrocher à un arbre une petite plaque en bois. Il va entourer les arbres. Vous savez, enlacer des arbres, c'est une tradition très ancienne, le bain de forêt japonais, shintoïste. Et si vous voulez, quand je vois des traditions qui sont toujours vivantes, eh bien, je pense un peu à l'Égypte. Les traditions égyptiennes, on ne les voit plus aujourd'hui. Hein. L'Égypte pharaonique s'est éteinte. Mais quand je vais au Japon, je suis heureuse de voir cette tradition toujours à l'œuvre et qu'on peut être un homme et une femme très moderne, un homme d'affaires dans un building à Tokyo et le lendemain mettre son kimono et aller dans la forêt enlacer les arbres. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en France, on perd ces traditions, justement? Si, je pense qu'on perd ces traditions parce qu'en France, si on remonte à l'Antiquité, en Gaule, on avait des traditions similaires avec tout ce qui était le druidisme, etc., qui était la religion des Celtes. On avait ce lien à la nature, ce lien à la forêt, ce lien aux arbres. Et puis après, on a eu toute une tradition chrétienne hein, qui était
avec justement ces processions de la Vierge qui font penser aux processions des statues égyptiennes. Et aujourd'hui, on est sécularisé, donc on est sorti du sacré, hein, c'est vrai, et de la tradition. Et il y a une rupture effectivement entre ces traditions anciennes et la vie d'aujourd'hui. D'accord. Ok. Ben, merci en tout cas, c'est vraiment intéressant. Il y a Michel Danguiral qui nous dit qu'il doit nous laisser, mais qu'il a beaucoup apprécié votre intervention, qui donne vraiment envie de vous suivre dans vos voyages. Merci. Voilà. Écoutez, là pour l'instant, là j'ai plus de questions. Alors je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose. Là, moi j'ai 19h30, donc c'est pratiquement 1 heure déjà qu'on discute, donc comme quoi ça passe vite. Oui, où c'est qu'on peut vous rencontrer prochainement? Est-ce que vous avez des séances de dédicaces, Alors je sais que vous serez au Festival du Livre de Marseille. Si oui. on croise les doigts, il est maintenu. Voilà, si le Salon du Livre de Marseille est maintenu, eh bien début décembre, eh bien je viendrai signer mes livres. Et puis voilà, c'est très difficile parce que cette année, toutes mes conférences ont été annulées, symposiums, etc. Mais je serai en novembre, alors je ne me souviens plus de la date exactement, je serai à Saint-Estève dans une association d'amateurs d'égyptologie, pas d'égyptologues. Hein. Saint-Estève, c'est à côté de Perpignan, où je ferai une conférence sur les reines d'Égypte. Voilà. Très bien, donc à suivre et ne pas hésiter à partager l'information dans le groupe, hein, si vous l'avez, vous êtes aussi chez vous dans le groupe. Hein. Merci. En tout cas, Florence, merci à vous. Merci à vous tous. Je vais vous laisser le mot de la fin. Vraiment, merci encore d'avoir accepté de venir faire ce live. On a voyagé pendant 1 heure. C'était vraiment très intéressant. Donc voilà, merci à vous. Ça nous donne envie de découvrir votre univers, de découvrir l'Égypte. Et puis, merci encore. Alors, je vous souhaite vie, santé, force. Hein. C'est ce qu'on souhaitait au pharaon, Ankh, Oudja, Sénèbe, c'est-à-dire la vie, la santé et la force et la prospérité. On en a besoin en ce moment. Et merci en tout cas, c'est ça. Merci. Merci à vous. Bientôt. À bientôt. Merci à tous pour vos questions. Et puis, vous revenez quand vous voulez. Hein.